La vérité, on utilise ce mot tous les jours, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Surtout aujourd'hui, dans un monde saturé d'infos, de faits alternatifs, de fake news. Cette question que les philosophes se posent depuis des millénaires, eh bien, elle n'a jamais été aussi brûlante. Alors, je propose qu'on plonge ensemble dans cette histoire philosophique absolument fascinante de la vérité. Voilà notre programme. On va suivre l'évolution de cette idée à travers les âges. On partira de notre quête bien moderne, puis on remontera le temps jusqu'aux fondations classiques. On verra le grand virage vers l'esprit, on assistera à la mise en crise de la vérité, on découvrira comment on a tenté de la réinventer au XXe siècle, et à la fin, on se demandera ce qu'il nous reste de tout ça. Allez, c'est parti. On commence donc par aujourd'hui. On va voir comment les grands débats actuels sur les fake news nous ramènent en fait à l'une des plus vieilles énigmes de la philosophie. Mais qu'est-ce qui est vrai, finalement? Cette question, elle est parfaite pour commencer. Elle nous oblige à nous interroger. Sur quelle base est-ce qu'on fait la différence entre une vraie info et une fausse? Pour y répondre, il faut d'abord qu'on soit d'accord sur ce qu'est la vérité. Et pour ça, la philo nous offre une définition, disons, classique. Voilà, ça, c'est la base de toute notre histoire. C'est l'idée assez intuitive que dire la vérité, c'est simplement décrire le monde tel qu'il est. Si je dis « il pleut » et que dehors il pleut, ma phrase est vraie. Simple, non? Eh bien, c'est justement cette idée d'un miroir parfait entre nos mots et le monde que les premiers grands philosophes ont essayé de mettre en théorie. Cette idée de vérité miroir, elle nous paraît presque évidente. Mais d'où vient-elle? Pour le savoir, il faut faire un petit voyage dans le temps, direction la Grèce antique, à la rencontre de deux géants de la pensée. Alors là, c'est super intéressant de voir la nuance entre les deux. Pour Platon, la vérité, c'est une idée, avec un grand I, un truc parfait, presque divin, qu'on atteint par la raison, et qui est bien au-dessus des simples opinions de tous les jours. Pour son élève, Aristote, c'est beaucoup plus terre-à-terre. La vérité n'est pas dans un autre monde, elle est ici, dans notre langage, quand nos mots collent parfaitement à la réalité. C'est ça la fameuse théorie de la vérité-correspondance. Cette phrase d'Aristote, c'est la formulation la plus claire et la plus influente de cette idée. C'est presque mathématique. La vérité, c'est un alignement parfait. Et cette vision, elle va dominer la pensée occidentale pendant, attention, presque 2000 ans, jusqu'à ce qu'au XVIIe siècle, un philosophe vienne tout bousculer en changeant complètement la perspective. Pendant des siècles, la vérité, c'était une histoire de correspondance avec le monde extérieur. Mais avec l'arrivée de l'époque moderne, tout change. Le projecteur ne va plus être braqué sur le monde, mais sur l'esprit humain. C'est le début d'une véritable révolution intérieure de la vérité. Voici René Descartes. Face aux doutes de son époque, il cherche une vérité qui soit absolument certaine, impossible à remettre en question. Et il ne la trouve pas dehors, dans le monde, mais en lui-même. Il réalise qu'il peut douter de tout, sauf d'une chose, du fait qu'il est en train de douter. Et s'il doute, c'est qu'il pense. Je pense, donc je suis. D'un coup, le point de départ de toute vérité, ce n'est plus le monde, c'est la certitude de sa propre conscience. C'est un virage à 180 degrés. Après Descartes, d'autres philosophes vont creuser ce sillon. Spinoza, par exemple, va dire qu'une idée vraiment claire et distincte n'a pas besoin d'être vérifiée à l'extérieur. Elle porte sa propre preuve en elle-même. Mais c'est Emmanuel Kant qui va aller le plus loin, en proposant une synthèse qui va redéfinir les règles du jeu pour très très longtemps. Kant est d'accord avec la définition classique. La vérité, c'est bien l'accord entre ce qu'on sait et la chose dont on parle. Sauf qu'il ajoute un « mais » qui change tout. Il nous dit qu'on ne connaît jamais les choses en soi, mais seulement les choses telles qu'elles nous apparaissent, c'est-à-dire telles qu'elles sont déjà filtrées, triées, organisées par les structures de notre propre esprit. Donc oui, la vérité est un accord, mais avec un monde que notre esprit a déjà contribué à mettre en forme. C'est une idée puissante, mais qui porte en elle les germes d'une crise à venir. Cette vision de Kant, où notre esprit participe à la construction de la réalité, elle a l'air solide, hein, mais il y a une faille. Si notre esprit joue un rôle si important, qu'est-ce qui nous garantit que la vérité n'est pas juste une de nos inventions? Et c'est dans cette faille que va s'engouffrer un penseur de la fin du XIXe siècle, avec un marteau. Pendant des siècles, la philosophie a vu la vérité comme un miroir, un reflet de la réalité. Et là arrive Nietzsche. Il ne se contente pas de dire que le miroir est déformé, il dit qu'il n'y a jamais eu de miroir. Pour lui, toute cette quête de « la vérité » avec un grand V n'était qu'une immense illusion. Cette phrase est une bombe. Pour le dire simplement, Nietzsche nous dit que ce qu'on appelle vérité, ce n'est pas un reflet du réel. C'est une collection d'images, de comparaisons, d'histoires qui ont tellement bien marché pour nous pour survivre qu'on a fini par oublier que ce n'était que des outils. Pour lui, la vérité n'est pas une question d'exactitude, c'est une question de pouvoir. Il n'y a pas de faits, seulement des interprétations.
Après ça, impossible de revenir en arrière. Bon, une fois le miroir en 1000 morceaux, qu'est-ce qui reste? Un grand vide. Alors comment la philosophie a-t-elle réagi à cette démolition en règle? Le XXe siècle va voir plusieurs tentatives incroyablement audacieuses. Non pas pour recoller les morceaux, mais pour réinventer complètement notre rapport à la vérité. Face à ce vide, 3 grandes pistes vont être explorées. La première, le pragmatisme, qui pose une question toute simple. Au lieu de se demander si une idée est vraie dans l'absolu, demandons-nous si elle est utile. La deuxième, la phénoménologie, qui essaie de mettre de côté les grandes théories pour revenir à la base. Comment la vérité nous apparaît dans notre expérience directe. Et la troisième, la généalogie, qui prolonge la critique de Nietzsche en se demandant, mais au fait, qui décide de ce qui est vrai? Prenons 3 figures pour illustrer ça. Le pragmatiste, William James, lui, va au plus simple. Une idée est vraie si elle fonctionne, si elle nous est avantageuse. La vérité, c'est un outil. Heidegger, lui, est plus poétique. Il dit que la vérité n'est pas quelque chose qu'on possède, c'est un dévoilement, comme une clairière qui s'ouvre soudain dans une forêt et nous laisse voir. Et enfin, Michel Foucault, il met les pieds dans le plat. Pour lui, la vérité est toujours politique. Chaque société produit son régime de vérité, lié à des institutions de pouvoir comme la science, la médecine ou la justice. Après ce très long voyage, de la Grèce antique jusqu'au XXe siècle, qu'est-ce qu'on retient? C'est quoi notre héritage philosophique sur cette question? Cette frise résume parfaitement notre parcours. On est parti d'une vérité vue comme un reflet objectif du monde extérieur. Puis, on a basculé vers une vérité fondée sur la certitude de la conscience intérieure. Ensuite, Nietzsche est arrivé et a tout qualifié d'illusion utile. Et le XXe siècle a fini par la voir comme une construction sociale, pratique ou historique. Vous voyez le mouvement? L'encre de la vérité s'est déplacée, de l'extérieur vers l'intérieur, puis vers le collectif et le pouvoir. Et voilà, la boucle est bouclée, on revient à notre point de départ. Si la vérité est construite, alors comment on la distingue du mensonge? La philosophie ne nous donne pas de réponse toute faite, mais elle nous donne un outil indispensable, l'esprit critique. L'héritage de toute cette histoire, ce n'est pas une seule définition de la vérité. C'est une prise de conscience. La vérité n'est pas une chose qu'on trouve par terre, c'est quelque chose qu'on construit, qu'on défend et pour laquelle on se bat, en se demandant toujours qui parle, pourquoi il parle et dans quel but. Ce n'est pas une destination, c'est une conversation et c'est peut-être la plus importante de toutes.